Je me revendique volontiers comme appartenant à la mouvance gaulliste. Elle est difficile à caractériser en quelques mots. Hein. C'est à la fois un patriotisme et en même temps une vision de la société française ouverte et généreuse, je crois. Et je ne vois aucune contradiction entre le fait d'être gaulliste et d'être européen. D'abord, il y a eu dans le mouvement gaulliste de grands Européens. Mon prédécesseur à Bordeaux, Jacques Chaban-Delmas, c'était un Européen convaincu. Dans le mouvement gaulliste, il y avait toutes les sensibilités. Il y avait Michel Debré, il y avait Jacques Chaban-Delmas. Quant au général de Gaulle, de fait qu'il faut rappeler, 1958, il arrive au pouvoir. Le traité de Rome n'était pas en application. Le CNPF de l'époque disait on n'est pas prêt, l'industrie française va être balayée par l'industrie allemande, il faut attendre. Et De Gaulle a dit non, je n'ai pas signé ce traité, mais il a été signé par la France, on va le mettre en application. Et il a pris le risque avec les conséquences que l'on sait, c'est-à-dire les 30 Glorieuses, enfin ce qui est resté des 30 Glorieuses, qui avaient commencé un petit peu avant. Et deuxième exemple, 1961, le plan Fouché, le général de Gaulle met sur la table un plan d'intégration politique de l'Europe pour faire de l'Europe une puissance politique, militaire, de défense, etc. Donc on peut aussi parfaitement soutenir la thèse selon laquelle le général de Gaulle était un Européen convaincu. Alors, pas l'Europe peut-être de la Commission, pas l'Europe telle que les Anglais la concevaient, et c'est pour ça que parfois on a considéré qu'il était en arrière de la main, mais c'était d'une certaine manière un acteur de la construction européenne aussi très engagé. Et quand on parle de l'indépendance nationale, il ne faut quand même pas oublier que De Gaulle avait proposé la fusion entre l'Angleterre et la France pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc Churchill a hésité. Sinon, on serait peut-être anglais aujourd'hui. C'était Jean-Madeleine que j'évoquais tout à l'heure sur le du phénomène. Moi, ce que je voudrais vous dire sur l'Europe, c'est de grâce. Ne tombez pas dans le politiquement correct actuel, qui consiste à dire que voilà, l'Europe est dépassée, que l'Europe est la source de tous nos maux, qu'il faut s'en débarrasser, ou en tout cas la réformer fondamentalement pour la transformer en quelque chose qui n'aurait plus véritablement de personnalité politique dans le monde. Je crois que l'Europe est plus nécessaire que jamais. Elle est difficile à défendre parce qu'elle fonctionne mal, mais elle est plus nécessaire que jamais. Il faut d'abord commencer, pour la rendre populaire, par dire la vérité. La vérité, c'est qu'elle n'est pas la cause de tous nos maux. Nous avons pris cette habitude, chaque fois que quelque chose ne marche pas en France, de dire c'est la faute à Bruxelles. C'est extrêmement commode. Ce n'est pas vrai. Où est-ce que la crise a pris naissance? C'est pas à Bruxelles. C'est aux États-Unis, avec la crise des subprimes. La crise des dettes souveraines, qui ensuite a déstabilisé une partie des pays européens, c'est pas Bruxelles qui en est responsable. C'est Paris, c'est Madrid, c'est Rome, c'est Athènes, etc. Ce sont les pays qui n'ont pas respecté les engagements qu'ils avaient pris. Donc cette façon de transférer la responsabilité sur l'Europe cause des dégâts considérables, parce qu'elle explique la montée de l'euroscepticisme, même de l'euro-hostilité à laquelle on assiste aujourd'hui, mais pas simplement en France, et qu'en même temps, bien sûr, elle est tout à fait injuste. Donc je crois qu'il faut aussi dire la vérité jusqu'au bout, à savoir que l'Europe ne fonctionne pas correctement, qu'elle est trop bureaucratique, qu'elle produit trop de normes, qu'elle s'immisce trop dans la vie de ce qui devrait être encore de la compétence des États, ou même de l'échelon décentralisé dans les pays qui en sont membres, qu'elle n'est pas suffisamment démocratique, que, en particulier les élections européennes ne sont pas encore vécues comme un moment de choix par les citoyens, qui ont l'impression que ça ne les concerne pas, alors que ce Parlement, qu'on va élire, a un pouvoir de codécision avec la Commission. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire, bien entendu, mais ce n'est pas une raison pour baisser les bras, et moi je pense qu'il faut rester plus que jamais européen convaincu. Le contraire, ça veut dire quoi? Sortir de la zone euro, par exemple. Ça veut dire. Il dit ça un jour sur un des blogs, en critiquant le programme du Front National, en disant que nous propose Mme Le Pen. D'abord la retraite à 60 ans, vachement audacieux pour rétablir la compétitivité française, mais c'est un clin d'œil à l'électorat de gauche qu'elle essaie de siphonner. Et ensuite, la sortie de l'euro. Et un de mes correspondants me dit, alors pourquoi ce serait une catastrophe la sortie de l'euro? Je crois qu'il faut bien prendre conscience du travail de pédagogie qu'on a à faire. Parce qu'il y a des gens, concrètement, qui disent, oui, après tout, pourquoi pas? Pourquoi pas revenir au franc français? Je pense, moi, que ce serait une catastrophe. Parce que revenir au franc français, ça veut dire quoi? Compte tenu de l'état de nos finances publiques, du poids de notre dette, ça veut dire que sur les marchés, nous dévissons immédiatement de 10, 15 ou 20%. Ça veut dire donc immédiatement aussi
tout ce que nous achetons à l'étranger, à commencer par l'énergie, augmente de 15 à 20%. Donc une dérive inflationniste au détriment, bien sûr, des plus défavorisés. Ça veut dire aussi que notre dette reste libellée à l'euro et qu'elle prend immédiatement 15 à 20% de plus si c'est le taux de décote du franc français. Alors on dit ça va booster nos exportations. Peut-être, nous connaissons d'avoir quelque chose à exporter, mais on sait très bien que c'est toujours un effet plus tardif que l'augmentation des importations. Donc économiquement, sortir de l'euro est une aberration. Et politiquement, c'est une catastrophe. Parce que si la France sortait de l'euro, ça veut dire que tout ce que nous avons construit depuis 50 ans s'effondrerait. Je ne pense pas que la construction européenne y résisterait. Avec des conséquences qui pourraient être alors extrêmement dangereuses, y compris pour notre sécurité. Un jour, je faisais une réunion avec les parlementaires européens, et il y en avait qui disaient, mais on n'a pas bien conscience en France que dans les rues de Budapest, il y a des gens qui défilent avec la croix gammée sur le bras. Vous avez des mouvements ultranationalistes et extrémistes dans beaucoup de pays européens aujourd'hui. Et cette montée de l'anti-européanisme est dangereuse. Quand on dit à des gens de votre génération, l'Europe c'est la paix, en général, un petit sourire au coin en disant oui, on sait, mais c'est acquis. Rien n'est jamais. Rien n'est jamais. Il y avait la guerre en Europe il y a 20 ans, à Sarajevo. Et donc faisons attention à ne pas prendre de risques inconsidérés. Il faut que ce rendez-vous des élections européennes ne se passe pas dans le désintérêt total ou alors dans la caricature et dans le populisme. D'abord, il faut voyager en Europe. Voilà, ça c'est... Voilà, il faut se déplacer en Europe, il faut aller vivre en Europe, il faut échanger avec les pays européens, il faut apprendre les langues européennes. Ce qu'a fait l'Office franco-allemand de la jeunesse, c'est de ce point de vue tout à fait extraordinaire. Il y a 8 millions, si je me souviens bien, de jeunes Allemands et de jeunes Français qui ont échangé, qui se sont connus, qui sont allés les uns en France, les autres en Allemagne. Donc je pense que cette relation humaine, je parlais aussi de la coopération décentralisée, est tout à fait importante pour bien montrer que l'Europe, ce sont aussi des réalités humaines. Il y a énormément de réformes à faire. D'abord, on ne pourra pas rester avec le système institutionnel actuel. Alors, là, ça commence à devenir un peu théorique, mais enfin un peu institutionnel. Je ne suis pas sûr que ce soit là-dessus qu'on mobilise les foules pour les prochaines élections européennes. Mais enfin, il est évident qu'on ne pourra pas faire fonctionner une monnaie unique si on ne va pas plus loin dans l'intégration du gouvernement économique de la monnaie unique. Et donc, il faut déléguer d'autres éléments de souveraineté, en particulier en matière de fiscalité. Si on est condamné à tout décider en matière de fiscalité à l'unanimité, ça ne bougera jamais. Il faudra qu'un jour aussi on s'engage dans ce processus et que l'Europe de l'euro constitue ce que dans la littérature on appelait le noyau dur, le groupe pionnier, etc., intégré, avec une perspective derrière. Parce que si on a une monnaie unique, si on a une fiscalité réellement harmonisée, on voit bien que la logique, c'est d'aller un coup plus loin. C'est de faire de cette Europe-là une vraie entité politique jouant un rôle sur la scène mondiale. Et autour de ce noyau-là, il y a des pays qui n'acceptent pas cette logique et qui préfèrent rester un peu plus loin du centre. La Grande-Bretagne, naturellement, on peut envisager effectivement un cercle de solidarité beaucoup plus souple, ce qui est l'idée de la Grande-Bretagne depuis le début, c'est-à-dire la zone de libre-échange ou le marché commun. Donc je crois qu'il y a d'abord cette évolution institutionnelle à pousser. Quand je dis ça, parfois, mon complice Hubert Védrine, on fait souvent des débats ensemble, me dit « mais vous êtes le seul à y croire ». Parce que c'est un peu le mythe de l'Europe puissante. Et je lui réponds, mais si on renonce à toute utopie dans la vie, ça devient triste. C'est peut-être aujourd'hui une utopie. Ça ne peut marcher que s'il y a une vraie volonté politique de la France et de l'Allemagne de faire ça. La France ne le fera pas seule, l'Allemagne ne le fera pas seule. Si on est décidé à le faire ensemble, on peut y arriver. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, cette volonté politique, elle soit également partagée à Berlin et à Paris. Et puis, il faut aussi qu'au-delà de l'évolution institutionnelle, l'Europe s'investisse davantage dans le concret, dans des politiques qui touchent les Européens de près. Dans une politique énergétique. Aujourd'hui, c'est la grande pagaille en matière énergétique. Et Dieu sait si l'énergie, c'est un peu notre vie quotidienne, c'est notre facture de tous les jours. Dans une politique de l'emploi, de la recherche, dans une politique de la jeunesse. Dans tous ces domaines-là, il faut que l'Europe soit plus impliquée, si je puis dire, dans des opérations concrètes et rompre avec l'extraordinaire complexité des procédures qui caractérisent aujourd'hui le fonctionnement de l'Union européenne.